Bonjour à tous. L'objectif de cette session, en une vingtaine de minutes à peu près, ça va être de partager avec vous un peu notre retour d'expérience sur en quoi on a une approche différenciante quand nos clients nous sollicitent pour une approche plutôt move to cloud vers du cloud souverain. Donc l'idée ici, c'est de partager avec vous notre métier d'intégrateur. Donc on est au quotidien, nous, avec nos clients, dans de l'opérationnel. On fait des projets dans le dur. Et l'idée, c'est de partager avec vous différentes thématiques, différents retours d'expérience. Le premier qui va graviter autour des enjeux du cloud souverain, mais vraiment au sens pratico-pratique. Tous les besoins constatés, de quelle façon on est sollicité, avec quels objectifs, les grandes lignes des architectures de cloud souverain et surtout, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et puis un petit bilan et constat. Donc en termes d'enjeux, on a évidemment, ça vous avez dû l'entendre déjà depuis ce matin et puis bien avant, tout un tas d'évidences quand on va parler cloud souverain. Le but, c'est surtout pas de vous faire un bis repetita de tout ce que vous entendez à longueur de temps, mais c'est au moins pour reprendre en fait vraiment en détail, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on vit. Alors évidemment, vous avez un sujet sécurité des données, que ce soit en fait la façon dont c'est chiffré, comment éviter du data leak, comment faire en sorte que vous avez une application purement technique des normes, par exemple européennes. Au sujet de ces normes européennes, elles ne sont pas que européennes, on en a une multitude. La RGPD pour tous, on va avoir tout ce qui gravite autour de DORA, NIS 2, qui concernent certaines typologies de sociétés, mais qui vont se répandre de plus en plus. Et puis évidemment, en fait, des particularités comme le visa Secnum Cloud que possède un Outscale. En face de ça, vous avez tous déjà entendu parler évidemment de souveraineté numérique, notamment un petit logo que vous voyez ici qui est le Cloud Act. On parle tous de ce fameux Cloud Act. Dès qu'on va parler en fait de souveraineté des données, c'est le mot Cloud Act qui va sortir. Ici, ce qu'on va vous partager, c'est que derrière ce Cloud Act, vous avez une palanquée de lois dans différents pays qui sont plus ou moins calquées, je ne suis pas juriste, sont plus ou moins calquées sur des lois comme le Cloud Act, et elles concernent de nombreux pays. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est quand on va parler souveraineté numérique au sens légal du terme, il ne faut pas cristalliser que sur le Cloud Act. Ce n'est pas un sujet complètement isolé. On aime bien taper sur nos amis américains, mais finalement, ce n'est pas du tout ciblé que là-dessus. Au milieu de tout ça, et vous allez voir, ça va être un peu le fil conducteur de la présentation, parce que vraiment, c'est ce que l'on vit, c'est ce qu'on veut partager avec nos clients et c'est ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. On va parler en fait de la notion d'indépendance technologique, qui va bien au-delà en fait de tous ces aspects réglementaires. Cette indépendance technologique, elle consiste à dire comment je bâtis un SI dans lequel j'ai de la réversibilité, dans lequel je ne suis pas verrouillé avec une technologie ad vitam aeternam, et dans laquelle je conserve finalement un savoir-faire, une maîtrise de ce qui se passe. Donc, pour adapter, on va dire, ce discours-là, il y a un point qui est important, c'est de quel besoin on parle. C'est quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, retour d'expérience, on reprend les basiques. Dans beaucoup de situations, on va être dans un point de départ qui est un environnement legacy on-premise, à traduire par notre bonne batterie de machines virtuelles avec du stockage, du réseau, des systèmes d'exploitation, infrastructures qui tournent depuis des années en production, avec une perspective de basculer une partie ou la totalité dans un cloud public, ici souverain, avec la possibilité de retrouver à peu près les mêmes repères. Ce que vous voyez là, c'est 90% des sollicitations aujourd'hui. Et quand je vous dis 90% des sollicitations, on pourrait être tenté de se dire oui, mais des sollicitations SCC, sauf que SCC, c'est du public, du privé, des petits comptes jusqu'aux grands comptes. Donc globalement, le marché français est plutôt dans cette tendance-là. On essaye de raccrocher un peu les wagons. On est conscient qu'il y a tout un tas d'innovations, mais notre point de départ, dans de nombreux cas, 9 cas sur 10, c'est celui-là. Donc face à ça, comment on fait une architecture de cloud souverain? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, on va retrouver des services essentiels. Là, je vais parler évidemment d'Outscale, c'est notre partenaire, mais la philosophie reste la même. On va retrouver de la VM, on va retrouver du stockage bloc, on va retrouver du stockage objet, on va retrouver des systèmes d'exploitation à la demande, on va retrouver quelques applications, par exemple, vous voulez faire du SQL Server, vous allez l'avoir au catalogue, vous allez retrouver même des possibilités de GPU. En face de ça, vous allez avoir des services additionnels, tout ce qui permet d'interconnecter votre environnement, du direct link, du load balancer, du NAT, tout ce qui vous permet en fait d'avoir un vrai service IaaS digne de ce nom.
Le tout dans un contexte multisite et multirégion pour assurer la résilience selon comment on architecture. De la sécurité à différents paliers. Vous pouvez avoir des environnements traditionnels qui sont dans les best practices de sécurité et vous pouvez avoir des environnements hautement sécurisés pour être conformes Secnum Cloud. Le tout avec une approche modulaire parce qu'on est réellement dans une approche cloud. Et le tout, et ça c'est pas rien, parce que vous allez comprendre la philosophie et pourquoi ça fait partie des choix à considérer, avec une API standard et compatible. L'API standard et compatible fait partie des nerfs de la guerre quand on s'oriente dans une décision Move to Cloud. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une API qui est standard, documentée, rien d'exotique. Et Outscale a fait la démarche d'avoir une API compatible AWS. Qu'est-ce qu'il faut traduire là-dedans? Tout simplement la perspective d'avoir un modèle ouvert dans lequel vous n'êtes pas verrouillé sur quelque chose qui est sectorisé. Mais finalement, au milieu de tout ça, et ça va être le point sur lequel j'insiste le plus, c'est surtout de disposer de services standards et réversibles. Je vous ai parlé de 90% des contextes clients juste avant. 100% des contextes clients que l'on adresse posent la question de dire est-ce que je me verrouille, est-ce que je ne me verrouille pas? Et la réponse à ça, elle n'est pas légale. La réponse à ça, elle n'est pas réglementaire. C'est évidemment un sujet puisque tout le monde en parle. On a une autre petite déformation d'Européens aussi, on aime bien mettre des normes et des lois partout. Mais ça ne résout pas le cœur du sujet qui est est-ce que je suis verrouillé ou est-ce que je ne le suis pas d'un point de vue techno? On va garder la petite cage au milieu en tête parce que ça va être la petite histoire que je vais vous raconter après. Au milieu de tout ça, Outscale est dans une démarche d'outillage, d'utiliser des outillages standards et qu'on va retrouver un peu partout, hein, ce n'est pas leur propriété. Donc du Terraform, du Packer, à titre d'exemple SCC Hyperscale, à chaque fois qu'on fait un déploiement dans un contexte Outscale pour un client, on base tout là-dessus dès le jour 1. Nos déploiements sont en infrastructure as code, ils sont versionnés, ils ont la granularité qui va bien, ça nous permet de couvrir de la reproductibilité, ça nous permet d'être sur un standard, ça nous permet de ne pas dépendre d'une interface graphique ou de mettre beaucoup de temps à monter une infrastructure. Et au milieu, pour les plus geeks, j'allais dire, un SDK Python qui permet d'aller encore plus loin. Maintenant, le zoom que je veux faire avec vous, et ça ne va pas se voir parce que vous allez voir, le slide est très simple, mais vraiment, j'ai dû me tracasser la tête pour le sortir, hein, celui-là. Comme je vous l'ai dit, on a une tendance, notamment en France, mais c'est plutôt européen, à tout normer, à tout normaliser, à mettre tout un tas d'acronymes, à mettre tout un tas de lois, à utiliser tout un tas de terminologies pour dire pourquoi la souveraineté c'est bien, pourquoi il faut se méfier d'un Cloud Act, pourquoi en fait on a besoin d'innovation technologique, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais moi sur le terrain, je sens qu'on ne matérialise pas réellement ce que c'est. On n'arrive pas de façon simple à expliquer pourquoi c'est un sujet et pourquoi il faut l'aborder, ni d'un extrême ni de l'autre, mais vraiment de se dire comment je fais mon choix. Donc pour ça, on va volontairement faire une métaphore. On va sortir du contexte informatique, on va faire une métaphore. On va parler d'un oiseau. Un oiseau parmi tant d'autres, hein, il naît, c'est un bébé oiseau, il est avec zéro autonomie. Ce petit oiseau, évidemment, il va être nourri. Il va être nourri par ses parents le temps de devenir un peu autonome, d'être suffisamment fort pour évoluer. Au début, il ne sait rien faire. L'étape d'après, c'est que ses parents, ils vont lui apprendre à évoluer à cet oiseau. Il va apprendre à chasser, il va apprendre à voler, il va apprendre à fabriquer son nid, il va apprendre à boire, il va apprendre à se dire je vais à tel endroit, pas trop au soleil, pas trop à l'ombre, comment je fais pour pas geler l'hiver, comment je fais pour trouver de la nourriture, comment je survis, comment j'évolue avec mon écosystème. Il a appris, il est autonome. Une fois qu'il arrive à ce stade-là, évidemment, c'est un oiseau qui est prêt à affronter le monde réel. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas face à des dangers, ça ne veut pas dire qu'il va s'en sortir, mais ça veut dire qu'il est armé pour. Ce petit oiseau, un jour, il rencontre une cage. Il croise une cage, la porte est ouverte, et à l'intérieur, ça lui semble paradisiaque. Il a de la nourriture à volonté, c'est propre, il a un nid incroyable, elle est parfaitement positionnée, il a une super vue, mi-ombragé, mi-soleil, tout est génial. Donc évidemment, il se laisse tenter. Il va rentrer dans sa cage. Et là, il confirme sa première impression. C'est incroyable. Ça, il mange quand il veut. Il y a même des gens qui lui changent sa cage tous les jours. C'est tout le temps propre. Il s'occupe de rien. Il a de l'eau fraîche. Exceptionnel. Bon, évidemment, comme il prend ses aises, il prend du poids.
et il grandit. À un moment, il se dit, la cage, elle commence à être un peu petite quand même. Mais là, incroyable, la cage s'agrandit. Pour lui. Il se dit, oh, en plus, ils ajustent la cage. Toujours aussi bien placé, incroyable, il a à manger, il a à boire, c'est propre, c'est exceptionnel. Et vous remarquerez, la porte est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte. Après quelques temps, notre petit oiseau, il se rend compte que le vrai sujet, c'était pas de savoir si la porte était ouverte. C'est que sa cage a s'est agrandie, c'est propre, il a à manger, il a à boire, il se soucie de rien. Sauf qu'entre-temps, il s'est plus voler, il a pris du poids, il sait à peine marcher, et la cage s'est agrandie, mais la porte non. Et il passe même plus la porte. Il est coincé dans sa cage dorée. Cette métaphore-là, c'est ni plus ni moins qu'exactement le vrai sujet de fond quand on parle d'indépendance technologique. On en parle dans un contexte de cloud souverain, souvent en aimant taper sur les hyperscalers, mais le fond du sujet, c'est que c'est un player parmi d'autres. C'est quoi l'indépendance technologique ? L'indépendance technologique, c'est d'être capable de faire ses choix en connaissance de cause. Le fond du sujet, c'est ni plus ni moins que ça. Le but du discours avec le petit oiseau, c'est pas de vous dire faisons tous du cloud souverain. C'est pas le discours qu'on va vous tenir. Et c'est pas le discours qu'on tient au quotidien. C'est pas de vous dire faisons tout nous-mêmes, comme ça on est sûr de gouverner. Non, c'est utopique. Parce qu'on n'aura pas tous les moyens, parce que ça dépend de la taille de la société, ça dépend de votre cœur de métier. Mais par contre, faire ses choix en connaissance de cause, ça signifie se dire l'appel des sirènes, le as de service partout, le clé en main, parfois il y a quelques pièges. Identifions-les pour faire les bons choix. Pour faire ça, il y a une vue résumée relativement simple, c'est que votre IT, ce n'est pas un bloc unique. Ça, c'est la petite déformation qu'on va avoir tendance à avoir. On se dit, quelle est ma stratégie IT ? Est-ce que vous avez une stratégie ou est-ce que vous avez des stratégies ? Parce que votre IT, c'est ni plus ni moins qu'un assemblage complexe dans lequel vous allez être capable d'appliquer de multiples choix qui correspondent à chacune de vos briques. Vous avez un secteur d'activité dans lequel une partie doit être dans du réglementaire, la souveraineté, ça coule de sens, évidemment. Vous avez une activité dans laquelle vous ne savez pas trop ce que ça va donner, il n'y a pas de données sensibles, vous avez besoin que ça aille vite, peut-être que vous allez vous orienter vers du SaaS de tel ou tel acteur. Vous avez une activité où vous voulez tester, commencer à évaluer certaines choses plutôt orientées applicatives, vous n'avez peut-être pas envie de vous prendre la tête à faire du IaaS. Vous allez vous dire, il n'y a pas du PaaS. Vous avez du PaaS. Sauf qu'au lieu de s'engouffrer dans le PaaS classique qu'on entend partout des hyperscalers, exemple typique, on en parlait avec nos amis Scalingo juste avant, pourquoi on ne prend pas du outscale avec du Scalingo dessus ? Parce que spontanément, la facilité apparente nous dit peut-être aller prendre en fait quelque chose qui est un peu plus connu. Je ne sais pas où je suis en timing. 6 minutes. Oh, je suis bien. Bilan et constat. Ici, le but, c'est de vous dire que, en fait, c'est essentiellement une question de culture. C'est une question de culture dans laquelle, d'un côté, vous avez en fait la course à l'innovation, la course à la nouveauté. Le monde tourne comme ça. On n'apprend rien, on n'imagine rien. Il y a une nouveauté quasiment toutes les semaines dans l'IT au niveau mondial. C'est la folie. Alors je ne parle même pas des IA et tout, où là ça va encore plus vite, mais on est en plein dedans. Face à ces nouveautés-là, il y a une culture qu'on appelle souvent la culture anglo-saxonne, pour essayer d'englober un petit peu tout ce truc-là. Dans cette culture anglo-saxonne, il y a une espèce de... on est friand d'aller chercher ces choses-là. En face, on va avoir des cultures un peu plus conservatrices, notamment en France. La culture conservatrice, elle peut être perçue de l'extérieur. C'est un peu la vision internationale que je vous donne. Vu de l'extérieur, il y a un côté. En fait, ils n'ont pas le goût de l'innovation. Ils ont peur du nouveau. Ils se disent, ça marche, pourquoi je change ? Donc c'est perçu un peu comme, ils se disent, la bougie, elle éclaire, pourquoi je vais chercher une ampoule, quoi. C'est un peu comme ça que c'est perçu. L'analyse que nous, on en fait, elle est très différente. C'est que la vraie analyse qu'on a, nous, quand je dis nous, c'est nous, marché français, c'est pas nous et SCC, c'est de se dire d'un côté, en fait, il y a une utopie qui se dit, on va mettre des nouveaux services, ça va être clé en main, ça va être génial, je vais faire 3 clics, je vais payer à l'usage, c'est exceptionnel. Bon, la réalité, c'est que de l'autre côté, en fait, on a la vraie vie. Où en fait, à force de vouloir aller hyper vite dans l'innovation, la réalité, c'est qu'à un moment, on va trébucher. On va trébucher parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. On ne s'est pas demandé, est-ce que sur l'intégralité du périmètre, c'est valable ou pas ?
On ne s'est pas demandé est-ce que réellement j'ai une maîtrise de mes coûts, et on ne s'est pas demandé cette stratégie-là dans 10 ans, elle m'emmène où? Et la stratégie, où est-ce qu'elle va m'emmener? C'est qu'à un moment, en fait, je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus vraiment faire de l'IT. Et encore une fois, faire de l'IT, je reprécise, hein, ce n'est pas forcément monter son serveur, l'assembler, savoir mettre son OS, savoir programmer soi-même sa solution. Non, on peut prendre du as a service, mais le faire avec contrôle, savoir ce qu'on le fait, étudier les trajectoires alternatives si un jour je veux faire marche arrière, est-ce que je suis sur des standards, est-ce que j'ai la possibilité de sortir mes contextes à moindre coût. Là, ce que je vous narre là, c'est une synthèse, en tout cas une tentative de synthèse, de choses qu'on a pu vivre. Nous, on a adressé plus de 100 clients. Sur ces centaines de clients, il y a toute taille. Et on a vu des grandes enseignes se retrouver en fait un peu pris dans la cage dorée dont je vous parlais tout à l'heure. Et qui du coup en fait se retrouvent avec la fameuse porte trop petite de la cage, qui est que quand je me retrouve avec un chantier de 12 millions d'euros en build pour changer d'acteur cloud, je ne le fais pas. Je le fais pas. Parce que comptablement, je me dis, en fait, ça me coûtera moins cher de rester. C'est tout le problème de fond. Dernier point, je vous le passe rapidement, parce que sinon, je risque de ne pas être dans le timing. L'approche, en fait, nous, on appelle ça l'approche sereine. Pour les environnements concernés, c'est de suivre en fait cette procédure-là. C'est comme ça qu'on accompagne nos clients. On leur propose en fait de décliner une approche infrastructure as code d'entrée de jeu, pour qu'elle soit reproductible, pour que ce soit standard, pour que ce soit réversible. Ça vous permet en termes de vertu d'entrée de jeu, de rentrer dans une orientation DevOps, de vous moderniser, de simplifier vos déploiements, de simplifier vos plans de reprise d'activité. Bref, il n'y a que des vertus à partir là-dessus. En deuxième step, c'est de bénéficier d'un socle IaaS. Et ça, c'est important. Ça, par contre, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la principale vertu de partir sur un modèle IaaS? Vous allez libérer en fait de la bande passante à vos équipes. La bande passante ou les investissements que vous allez faire en termes de services, au lieu de se concentrer là-dessus, on va pouvoir s'occuper du step d'après. Le step d'après, ça va être de se dire, OK, j'ai un environnement IaaS, il est sécurisé, il est résilient, il est dans les normes, c'est factuel, je peux payer à la conso, c'est au top. Et là, je vais pouvoir me concentrer mon énergie et mes investissements sur les services que je vais poser dessus. Et ces services, encore une fois, ça peut être des services partenaires clés en main que vous voulez choisir, parce que vous avez étudié que c'est réversible et que vous ne vous verrouillez pas. Ça peut être des services, dans certains cas, que vous montez vous-même ou qu'on vous demandez qu'on monte pour vous. Bref, vous avez le choix. Ce scénario en 3 étapes, c'est le scénario qu'on a décliné à peu près partout, à des échelles différentes, avec des choix technologiques différents, mais qui est la garantie d'une potentielle réversibilité. Et des réversibilités, on en a vu. Sur les 10 dernières années, quasi 10, on en a vu des cas de réversibilité. Et il y a une vraie satisfaction quand on voit que l'effort il est réduit à 10%. Parce qu'on a anticipé ça. Voilà en quelques mots, 20 minutes c'est court. Avez-vous des questions? Non? Je crois que je suis dans le timing. Merci à tous.